Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes à Alger à l'occasion de la visite du Premier ministre français Jean-Marc Ayrault et nous sommes avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Alger. C'est un grand plaisir. Alors nous allons assister à Alger au premier séminaire intergouvernemental franco-algérien. Que diriez-vous aujourd'hui des relations entre la France et l'Algérie? Est-ce qu'elles n'ont jamais été aussi apaisées, ces relations? D'abord, il s'agit d'un grand événement dans un processus encore plus grand. Les relations sont bonnes, elles sont prometteuses et je crois pouvoir dire qu'effectivement le climat politique et psychologique d'ensemble qui enveloppe ces relations n'est comparable à aucune autre séquence de la vie de nos relations bilatérales. La volonté exprimée par les présidents Bouteflika et Hollande de travailler ensemble à l'émergence, à l'établissement d'un partenariat d'exception entre les deux pays commence à se concrétiser. L'année 2013 aura été, de ce point de vue-là, particulièrement chargée en réalisation. Les fondations d'un tel partenariat sont posées et je crois pouvoir dire que nous attendons beaucoup de cette réunion des deux premiers ministres et des deux gouvernements. Monsieur le ministre, il y a eu un sommet à l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président Hollande souhaite qu'à terme, l'Afrique puisse assurer sa propre sécurité. L'Algérie a de l'argent, l'Algérie a des moyens militaires, l'Algérie a d'excellents services de renseignement. Pourquoi est-ce que l'on ne voit pas l'Algérie dans les opérations extérieures? L'Algérie a surtout la volonté de travailler résolument à ce qu'il y ait des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Et elle le fait de différentes manières. Il n'y a aucune bataille livrée par l'Afrique où l'Algérie ne prend pas une part substantielle, qu'il s'agisse de batailles d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre politique. C'est vrai que... Mais on ne vous voit pas dans les opérations, de sécurité sur le terrain en Afrique. Il s'agit là d'apparence. Les réalités, c'est que ces opérations sont souvent conçues par des Algériens et les contributions des Algériens sont extrêmement significatives dans la conception comme dans la conduite et le succès de ces opérations. Mais il y a quand même une diplomatie d'une volonté, en tout cas de non-ingérence. On se rappelle au moment de l'intervention française au Mali, l'Algérie était extrêmement réservée sur cette intervention. Vous n'y étiez pas d'ailleurs favorable au départ. Est-ce qu'un an après, est-ce que vous diriez que l'opération Serval est une opération réussie? Attention, je crois qu'il faut clarifier les données. L'Algérie était clairement et par principe contre une intervention extérieure qui n'entre pas dans le cadre d'un mandat international, d'un mandat de l'Afrique ou d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie n'a jamais dit qu'il fallait laisser les groupes terroristes occuper 2/3 du territoire malien impunément. L'Algérie a d'un côté dit qu'il fallait une solution pacifique par le dialogue, par la réconciliation avec les groupes du Nord Mali qui acceptent l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Et elle a dit dans le même temps qu'il ne fallait pas perdre son temps à chercher à convaincre les groupes terroristes et criminels de l'opportunité d'une solution pacifique. Et dès lors qu'il y a un mandat de l'Afrique et du Conseil de sécurité, l'Algérie n'avait plus aucune objection à l'égard de l'opération française. Et c'est une opération réussie? Du reste, il y a eu une contribution de l'Algérie au succès de cette opération. Opération réussie donc, elle a été réussie en partie parce qu'il y a eu une contribution de l'Algérie à son succès. Tout à fait. Comment aujourd'hui vous pouvez aider dans la lutte contre le terrorisme, parce que la situation au Mali est loin d'être réglée? On a vu encore qu'il y a eu un attentat à Kidal où 2 soldats de la force africaine ont perdu la vie. Quel rôle peut jouer l'Algérie? Là encore, vous êtes dans la ville d'Alger et dans cette ville fonctionne ce que nous appelons l'unité de fusion et de liaison. C'est-à-dire que les services de renseignement de 7 pays africains ont installé à Alger une centrale qui coordonne le renseignement à l'égard de toutes ces situations dans le Sahel en temps réel et transmet au gouvernement concerné un point de situation pour alerter sur les menaces imminentes et potentielles. Et donc il y a un travail qui se fait au niveau des services spécialisés et il y a une contribution qui n'est ni mineure ni accessoire de la part de l'Algérie, même si par tradition, par choix,
l'Algérie agit dans la discrétion que nous considérons comme synonyme d'efficacité. Alors vous êtes entouré, il faut le dire, hein, de pays qui connaissent des situations d'instabilité. Je pense notamment, on vient de parler du Mali, je pense à la Libye aussi qui connaît un chaos sécuritaire. Je pense aussi à la Tunisie où il y a aujourd'hui une crise politique. Au vu de ces printemps arabes, c'était il y a 3 ans, les révolutions arabes, est-ce que vous parleriez aujourd'hui de l'échec de l'islam politique? Non, je ne crois pas. L'islam politique est une réalité dans nos sociétés. D'une certaine manière, il correspond à une étape de l'évolution historique de nos sociétés et il correspond peut-être à une attente d'une partie de nos opinions publiques. Nous vivons dans le pluralisme et l'islam est enraciné dans nos valeurs et dans nos cultures. Néanmoins, ce que vous appelez printemps arabe, je sais que la presse aime bien prendre des raccourcis, une certaine manière de comparer avec le printemps de Prague ou que sais-je, mais disons que dans la civilisation musulmane, la notion de printemps n'existe pas. Ça vous casse un peu les oreilles, cette notion de printemps arabe? Non, elle n'existe pas, tout simplement parce que lorsque nous voyons... je peux me référer... Ce sont des peuples qui se sont quand même libérés, qui se sont libérés de la dictature, en tout cas de la dictature de Ben Ali en Tunisie, de la dictature d'Hosni Moubarak en Égypte. Oui, je ne vais pas ici prétendre écrire l'histoire des pays frères et voisins, cela leur appartient. Simplement, je veux indiquer que les sociétés qui évoluent et qui se préoccupent de changer par elles-mêmes ce qui doit être changé, d'apporter de faire des transitions consensuelles, inclusives, sont celles qui s'épargnent des déchirements fratricides et qui donc parviennent à passer d'une situation où le pouvoir n'est pas inclusif et participatif à une forme de démocratie qui répond davantage à une attente des populations. Néanmoins, les affrontements fratricides, selon nous, doivent être évités à tout prix. Autre pays avec lequel il y a des tensions, c'est le Maroc. Le Maroc qui revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental. L'Algérie, elle, soutient les indépendantistes. La Maison-Blanche récemment a déclaré soutenir le plan marocain d'une plus large autonomie pour le Sahara occidental. Vous avez été déçu de cette prise de position des Américains? Je ne crois pas que la Maison-Blanche ait déclaré soutenir le plan. Dans la diplomatie, il y a beaucoup de nuances et c'est important de les avoir à l'esprit. En ce qui concerne le fond du problème, cela fait une 50aine d'années que l'Algérie a la même position à l'égard du Sahara occidental. Une solution par la voie référendaire, une solution qui donne enfin l'occasion au peuple du Sahara occidental de dire en toute souveraineté s'il veut être indépendant ou s'il veut être partie du royaume marocain. Notre position n'a jamais changé. Je dirais que cette position est assez largement défendue au plan international. N'oublions pas que la République sahraoui est membre à part entière de l'Union africaine et que la position de l'organisation régionale, en droit comme en politique, comme en morale, compte énormément. S'agissant maintenant des efforts de solution pacifique, il y a un plan marocain, il y a un plan sahraoui, il y a M. Ross qui est mandaté par les Nations Unies d'essayer de construire des passerelles entre les deux positions. Nous soutenons M. Ross, nous lui souhaitons plein succès. Les moines de Tibérine, Monsieur le ministre, ils ont été assassinés ces moines en 1996. Ils ont été victimes du terrorisme comme beaucoup d'Algériens. Alors ça, on attend justement les conclusions de l'enquête. En tout cas, il a fallu attendre 20 ans, le feu vert, près de 20 ans, le feu vert des autorités algériennes pour permettre aujourd'hui au juge Trévidic d'autopsier les têtes de ces moines dont on n'a d'ailleurs jamais retrouvé les corps. Pourquoi il a fallu attendre près de 20 ans pour que les autorités algériennes donnent leur feu vert? Vous savez, vous êtes à Alger et quand vous évoquez ce sujet, il y a bien des familles qui ont vécu les mêmes épreuves, terribles épreuves, et nul plus que nous ne peut comprendre la forte charge émotionnelle de ce genre de situation tragique. Et donc, il y a un processus de réconciliation nationale en Algérie, il y a un processus d'apaisement des cœurs et des esprits, il y a aussi une volonté de promouvoir la vérité pour nous-mêmes comme pour nos partenaires, chaque chose en son temps. Et je dirais même les bonnes choses savent se faire attendre. Pourquoi on n'a pas permis au juge Trévidic d'auditionner les témoins dans cette affaire? Écoutez, il y a un processus judiciaire en cours. La justice algérienne est souveraine, comme l'est la justice française. Et en ce qui me concerne, membre de l'exécutif algérien, je m'incline devant les décisions
et les modes de travail que les magistrats algériens utilisent. Monsieur le ministre, il va y avoir des élections générales en Algérie en avril. Le FLN a désigné le président Abdelaziz Bouteflika comme étant son candidat, mais on n'a pas entendu encore le président Abdelaziz Bouteflika dire « je suis candidat ». Alors ça peut paraître un peu surprenant qu'un parti désigne un candidat et que celui-ci ne se prononce pas. Il y a trois plans de ce point de vue-là. Il y a ce qui relève de l'activité politique, ce qui relève de la Constitution et du cadre juridique, et ce qui relève de la décision personnelle, intime, souveraine du président Abdelaziz Bouteflika. Ce qui relève de la vie politique, vous l'avez dit, le FLN, un certain nombre de partis, de personnalités, sociétés civiles, demandent au président Bouteflika d'envisager de se présenter pour un nouveau mandat en raison du bilan positif qui est le sien en matière de paix, de réconciliation nationale, de développement économique, humain. Le bilan est là. Il y a évidemment, dans un cadre pluraliste, ceux qui ont une opinion différente. Au plan juridique et constitutionnel, il y a des délais fixés par la loi. Le président a beaucoup de temps devant lui pour pouvoir dire ce qu'est sa position. Et enfin, au plan personnel, vous savez que nous sommes en République, que le scrutin est universel et secret, et donc la relation entre le président de la République, qui est président de toutes les Algériennes et de tous les Algériens, avec ce peuple, est une relation directe, sans intermédiaire, et donc la décision est complètement entre ses mains. Monsieur le ministre, vous savez qu'il y a des rumeurs qui circulent sur la santé du président Bouteflika, que l'on dit malade. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles d'Abdelaziz Bouteflika? Est-ce que le président est malade? On ne l'a plus vu à des grands rendez-vous internationaux. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, on évoquait ce sommet sur la paix et la sécurité à Paris. On ne l'a pas vu. On ne le voit plus sur la scène internationale. On le voit apparaître de temps en temps à la télévision algérienne. Comment va-t-il? Le président va bien. Le président, qui est responsable suprême de la politique extérieure du pays, est en contact étroit avec son ministre des Affaires étrangères. Il est en bonne santé. Merci beaucoup, Ramta Lamamra, d'avoir répondu aux questions de France 24 et de nous avoir accueillis ici à Alger. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien depuis la capitale algérienne avec cette vue encore superbe de la baie d'Alger. Je crois que c'est la troisième plus belle baie au monde. Je crois que c'est la plus belle. Allez, c'est la plus belle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien.